Bonjour ou bonsoir, chers amis, chers confrères. Nous allons démarrer ce panel. En réalité, nous avons trois panélistes. Certainement, les autres auraient confondu les leurs, donc ils ne sont pas encore là. Nous avons un autre panéliste qui est en ligne. Donc, on va essayer de démarrer avec lui. En attendant que les autres nous rejoignent ici. Et nous sommes très heureux de vous accueillir autour de ce panel qui se déroule dans le cadre de ce grand rendez-vous africain du journalisme d'investigation. Ce panel s'intitule comme suit, les médias sociaux en temps de guerre. Alors, la préoccupation fondamentale qui s'en dégage est de savoir comment l'Internet et la vérification des faits peuvent contribuer au journalisme d'investigation dans les zones de conflit. À l'ère de profondes mutations numériques, la presse classique peut-elle survivre aux réseaux sociaux? Faudrait-il réinventer le journalisme aujourd'hui? Quel est donc l'avenir du journalisme? Faudrait-il redéfinir ce qu'est l'information pour nous, journalistes? En tout cas, un nouveau média, un nouveau paradigme. Et pour en parler, nous devions être avec Madame Monia Inakayambo, qui n'est pas encore là, mais pourtant je vais décliner son profil. Et Monia Inakayambo est diplômée en journalisme à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un métier qu'elle exerce depuis 7 ans. Et Monia a été journaliste au Burundi au Burundi où elle a couvert des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Elle a poursuivi sa carrière au Rwanda. Elle est actuellement reporter et rédactrice au groupe Futur Média au Sénégal, ici. Et Monia est spécialiste des données numériques et de la vérification des faits. Et nous devrions être également avec Cam Tierno, et Tierno qui n'est pas encore là. Et nous ferons le même devoir de décliner son profil en attendant qu'il nous rejoigne. Et Tierno, qui est depuis 2019 journaliste et reporter au groupe L'Oral, où il est actuellement chargé de mission. Il est professeur en prise de parole, animation, présentation d'émissions aux médias, Media School, une école de formation en audiovisuel. Il est aussi présentateur à l'Oral Télévision et à la radio L'Oral FM. Et nous sommes avec Cédric Irakosé qui est en distanciel avec nous. Cédric travaille chez Pesachek de Code for Africa en tant que réviseur bilingue. Il est responsable de l'édition et de la révision des copies de l'équipe francophone. Et parmi ses responsabilités, il approuve les pitchs et assigne des tâches au fact-checker lorsqu'il est délégué par la rédaction. Il faut dire que Pesachek est présent dans plus de 12 pays. Il fait également le pont entre l'équipe francophone et le reste de Code for Africa, en particulier le bureau anglophone de Pesachek. Cédric est auteur d'un livre de fiction qui a rapporté un prix universitaire. Et moi-même, je m'appelle Pierre Claver-Cuvot, je suis journaliste, membre de Senezo et collaborateur de ICIJ. Je suis de nationalité togolaise. Alors, merci de nous rejoindre. Cédric, si vous nous écoutez, alors dites-nous, parlez-nous un peu brièvement de Pesachek et quelle est sa particularité et qu'est-ce qui sous-tend cette initiative et qu'est-ce que vous faites actuellement sur le terrain et quelles sont vos perspectives? Bon après-midi, Monsieur Pierre Claver. Bon après-midi à tout le monde. Nous avons déjà Monia qui est ici avec nous. Laisse-moi commencer à parler à propos de Pesachek, comme ça m'est demandé. Pesachek, c'est une organisation, je dirais, une initiative de vérification des faits
qui a donné le coup d'envoi de la vérification des faits à travers le continent. Initialement, axé sur la vérification des chiffres financiers et autres statistiques cités par des personnalités publiques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. PesaCheck est aujourd'hui la plus grande initiative africaine du genre avec des vérificateurs de faits à temps plein dans 12 pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, surtout aussi dans le Sahel. PesaCheck vérifie les faits je dirais, dans deux langues internationales, le français et l'anglais. Nous avons aussi d'autres langues, principalement parlées en Afrique, comme le Swahili, l'Amharique. Nous avons aussi des publications en Tigrinya et dans la Fan Oromo, sont des langues parlées en Éthiopie et en Afrique de l'Est. Notre réseau aide aussi à suivre des promesses des politiciens grâce surtout à notre boîte d'outils appelée Wajibisha ou surtout Promise Tracker. Nous aidons aussi à décortiquer des données budgétaires et des recensements grâce à nos plateformes renommées Pesayetu et Tax Clock. PesaCheck construit aussi des outils d'apprentissage automatique et parle aussi d'intelligence artificielle comme DebunkBot pour aider à automatiser la vérification. PesaCheck aussi a la mission d'aider les médias de surveillance et les ONG à mettre, je dirais, en place leurs propres équipes autonomes de vérification des faits et travaille aussi avec les universités du continent pour former une nouvelle génération de watchdogs ou simplement des observateurs civiques. PesaCheck est aussi, je dirais, une initiative de Code for Africa qui a été créée en 2016 grâce à un prix InnovateAfrica.fund. Brièvement, c'est ça. Félicitations à vous. Bon, et en tant que journaliste, nous cherchons ce qui peut nous intéresser et quels sont les résultats que vous avez déjà engrangés et que vous pouvez partager avec nous, les journalistes ici, par exemple. Juste sur les données financières. OK. Sur les données financières, nous avons surtout un travail accompli au Kenya. Nous avons travaillé sur un projet appelé, en utilisant d'ailleurs l'outil qu'on a créé, Tax Clock. On a pu avoir je dirais, des résultats avec le travail de vérification des faits. On a eu des vérifications des discours axés sur le budget, des discours axés sur les finances au Kenya, et on a pu même rendre, je dirais, responsables quelques autorités qui parfois partagent je dirais, des discours sans toutefois revérifier les faits avec les chiffres. Donc, c'est l'un des projets qui a été vraiment bénéfique pour la communauté, surtout sur la vérification des chiffres et des finances au Kenya. Donc, super. Maintenant, nous allons parler également de la relation entre les médias sociaux et la presse classique. Aujourd'hui, est-ce que le paysage médiatique peut se passer des réseaux sociaux? Par expérience, je peux parler surtout par rapport aux médias sociaux, cette relation entre les médias sociaux et les médias classiques. Je pense que c'est vraiment très important pour que les médias en général utilisent ou bien aient une présence active et remarquable sur les réseaux sociaux, puisque
nous sommes je dirais, dans l'ère numérique où la plupart des gens, la plupart des internautes se trouvaient sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, sur Instagram, Twitter, WhatsApp. On a eu des expériences avec nos vérifications de faits où on doit vraiment se concentrer sur des plateformes qui ont la plupart des gens en ligne. Et nous avons vu que si les médias avaient vraiment travaillé et d'accord, je disais que si les médias devaient vraiment travailler inquiétude, il faut aussi créer ce pont qui peut les lier avec, le public, puisque la plupart des gens se trouvent vraiment sur les réseaux sociaux et on ne peut pas facilement ignorer les réseaux sociaux dans le monde médiatique pour le moment, surtout en vérification des faits. On ne doit pas aussi oublier que les médias sociaux sont la base de la multiplication, de la propagation des fake news, non? Oui, c'est ça. En fait, il y a une étude qui a été faite en 2020. On a vu que, par exemple, prendre l'exemple de Twitter, on a pu voir que les fausses informations sont 6 fois plus rapides à partager sur Twitter que les informations vérifiées. Donc, vous voyez, c'est déjà une inquiétude. Les réseaux sociaux sont 6 fois plus rapides sur Twitter que, je dirais, les informations, je dirais, vérifiées et factuelles. Sur Facebook, par exemple, en 2020, cette organisation je dirais, ce géant de réseaux sociaux a pu désactiver et supprimer 1,3 milliard de comptes et de pages Facebook qui partageaient de fausses informations ou bien des canulars, qui usurpaient les identités des personnes. Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment important aussi à louper des fausses informations sur les réseaux sociaux. Le constat aujourd'hui qui est partagé, le débat qui se fait, c'est l'avenir de la presse classique à l'ère de ces profondes mutations numériques. Est-ce que les réseaux sociaux ne portent pas en eux le germe qui va tuer, par exemple, la presse classique? Je pense que plutôt la presse classique devrait embrasser le changement et devrait embrasser surtout l'utilisation et je dirais, la gestion effective des réseaux sociaux. Si nous avons la plupart des gens qui se trouvent là, il faut que les médias classiques aussi retiennent une leçon par rapport à l'utilisation effective et à la gestion des réseaux sociaux, puisque même on a des exemples de médias qui ont déjà des succès à propos de ça. Donc, il s'agit juste d'y mettre des stratégies, des plans qui peuvent, je dirais, appuyer non pas seulement la propagation des informations vérifiées, mais aussi le partage des informations des médias, je dirais, classiques. OK, nous avons quelqu'un en ligne, mais avant de le recevoir, j'ai une question aussi concernant l'aspect juridique de la chose. Et aujourd'hui, dans certains pays, les autorités hésitent à intégrer dans les législations les médias sociaux. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un danger? Par exemple, chez moi au Togo, les autorités sont claires. Aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes à intégrer les médias sociaux dans le code de la presse. Oui, je pense que
c'est un souci qu'on ne peut pas ignorer. On a eu même des exemples ici dans l'Afrique de l'Est où on a la plupart des personnes qui créent même des télévisions en ligne en utilisant YouTube, même d'autres qui utilisent Facebook comme, je dirais, leur plateforme principale. Je dirais c'est un problème parce que certaines nations, certains pays n'ont pas encore embrasser le changement avec le numérique. Pourtant, nous savons tous que s'il y a je dirais, une gestion effective, comme on peut voir qu'il y a une législation avec les médias classiques, si on peut aussi avoir je dirais, du suivi effectif par rapport à la gestion de ces médias qui opèrent sur les médias sociaux. Je pense que ça ne sera pas vraiment un grand souci. Surtout, peut-être on a peur qu'on ne peut pas vraiment gérer, qu'on ne peut pas surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça le peur, surtout de quelques pays. Mais si on peut prendre des médias classiques qui ont aussi embrassé cet usage des médias sociaux, on peut voir que ça peut réussir comme channel de communication aussi de médias. Merci. Avant de revenir à la deuxième partie pour parler de la place des médias sociaux en temps de guerre, il y a Irakuda Espoir qui est en ligne, qui a une question certainement ou bien un commentaire. Et je rappelle que ceux qui sont dans la salle ici à Dakar aussi peuvent intervenir et poser des questions ou bien faire des commentaires. D'accord. Je crois que bon, on va le recevoir après. Et alors, on va parler de la relation entre les médias sociaux et la guerre. Alors, quelle est la place pour les médias sociaux en temps de guerre aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment très important de parler des médias sociaux dans les temps de guerre. Surtout, je pense que moi et ma collègue ici, Monia, on a eu une expérience avec l'utilisation des médias sociaux, surtout au Burundi, dans la crise de 2015 et les mois qui ont suivi cette période. On a vu que, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez peut-être partager l'écran. Il y a une partie qui m'intéresse là qui devrait être partagée, mais si ce n'est pas possible, on peut juste avancer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible que vous partagiez l'écran. OK. Laisse-moi partager. En attendant, je rappelle le thème de ce panel, les médias sociaux en temps de guerre. Quelle est la contribution de l'Internet et la vérification des faits au journalisme d'investigation dans les zones en conflit? Et nous explorons des problématiques comme à l'ère de profonde mutation numérique, la presse classique peut-elle survivre aux réseaux sociaux? Faudrait-il réinventer le journalisme aujourd'hui? Quel est donc l'avenir du journalisme? Faudrait-il réfléchir, redéfinir ce qu'est l'information pour nous, les journalistes? En tout cas, le souci, le défi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est d'inventer un nouveau paradigme des médias. Je ne sais pas si Cédric est prêt. Pas encore. Oh, Je pense que je peux continuer oui. si ce n'est pas possible de votre côté.
Je disais qu'on a eu une expérience, surtout au Burundi, de 2015 et les mois qui ont suivi cette période. On a eu, par exemple, une publication qui a été vraiment très virale ici au Burundi. Les internautes ont partagé une vidéo qui, je dirais, a été le point de départ d'une investigation qui a été faite par la BBC. Rappelons ici que nous sommes au Burundi de l'après 2015, après juste quelques mois des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, le fait Pierre Nkurunziza. Ici, on a, je dirais, on avait des médias qui avaient été fermés. Certainement, la BBC et la Voix de l'Amérique n'opéraient plus sur le sol burundais. Mais avec le partage de cette vidéo particulière, on a eu le point de départ pour une investigation qui a été faite par la BBC. On se posait des questions, peut-être moi et d'autres journalistes qui étaient présents ici au Burundi, comme si qui va couvrir, qui va travailler sur ces scènes, sur ce qui se passait au Burundi après la fermeture des médias internationaux. Mais avec l'utilisation de ces médias sociaux, des réseaux sociaux, c'était Twitter. La vidéo a été publiée pour la première fois sur Twitter. Et ça a appelé de l'attention, ça a attiré l'attention des médias internationaux, même des médias qui n'étaient pas présents au Burundi. Je dirais, la BBC a commencé le travail. On avait des journalistes, surtout qui avaient déjà fui le pays. D'autres étaient, je dirais, en cachette, d'autres avaient disparu. On avait vraiment une situation compliquée dans le monde médiatique ici au Burundi. Et la BBC a utilisé des techniques, je dirais des techniques en digital, en utilisant par exemple un outil qu'on appelle Forensic Architecture pour redécouvrir la propriété d'une maison qui avait été partagée dans la publication. On a pu voir que en fait, c'était une alerte comme background de cette vidéo. C'était une alerte qu'un liquide sortait je dirais, un liquide sortait, je dirais, du caniveau dans mes eaux qui visiblement avait été abandonné. C'était un liquide rouge. Et après ça, après la BBC a utilisé cette technique, je dirais, de forensic architecture. Elle a pu redécouvrir la maison. Elle a pu aussi avoir des sources, des gens qui parlaient de la situation et l'investigation a commencé. On a pu remarquer, par exemple, que c'était ça serait ça, je dirais, peut-être ça aurait été un lieu de détention et de torture secret pour les personnes impliquées dans les manifestations contre le troisième mandat dans cette période. On a aussi découvert 21 autres sites de détention de ce genre, de 8 confirmés dans la ville de Bujumbura. Vous voyez, c'est juste une publication sur Twitter qui a attiré l'attention des professionnels. Et par là, on a fait des investigations et ça a donné, je dirais, des résultats pratiques, des résultats, personne n'y attendait que cette investigation devrait commencer par une publication sur les réseaux sociaux. Et ça a été vraiment un travail remarquable de la part de la BBC. Ça est même sur YouTube. C'est une vidéo qui est renommée comme Kamwe Kamwe, Inside Burundi's Killing Machine, BBC Africa Eye Documentary. So, peut-être les gens peuvent regarder le documentaire sur ce point. Oui.
À vous. Nous sommes ouverts aux questions et aux commentaires. Alors, en attendant d'enregistrer les questions et les commentaires, alors, à partir de cet exemple précis que vous venez de donner, on peut dire aisément que les médias sociaux peuvent nourrir le journalisme d'investigation, en temps de guerre surtout. Sur quel point précisément? Premièrement, à partir de cet exemple précisément que je viens de donner, on était, je dirais, on était au bout des violences. On a eu des manifestations de la situation qui, je dirais, c'était la guerre, c'était proche de la guerre. Et les journalistes, parfois, n'ont pas accès aux sites. Surtout, je disais que certains médias, certaines organisations médiatiques avaient été fermées. On avait eu d'autres radios et télévisions qui avaient été fermées ici au Burundi, même qui avaient été attaquées. Ces journalistes n'avaient plus je dirais, par exemple, des cartes de presse pour se rendre sur les lieux. Mais on a pu remarquer que l'utilisation de ces réseaux sociaux peuvent aussi contribuer à donner l'idée de ce qui se passe et on peut partir de là pour la vérification, pour l'authentification je dirais par exemple des données, s'il y a eu des déclarations là-dedans, on peut partir de ce point juste pour aussi la connexion, pour connecter avec les sources. Si vous êtes, je dirais, à Bujumbura, il y a des soucis de sécurité et vous avez des sources qui sont à Kayanza et je donne juste des exemples de villes. S'il y a la guerre dans l'axe entre ces deux villes, et si vous avez des sources qui devraient vous donner des informations, vous pouvez juste utiliser même des réseaux sociaux pour communiquer, pour les demander. On peut citer nous sommes sur Zoom, tu es à Bujumbura, vous êtes à Dakar. On a on a des possibilités de parler. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez même enregistrer pour garder la documentation des questions, de tout ça, et pour pas après les amener dans l'investigation. C'est possible juste en utilisant les réseaux sociaux ou d'autres outils numériques. Et alors, j'espère qu'il y a des questions ici. Quelqu'un a des questions, commentaires pour notre panéliste? La fin des questions et des commentaires ouvertes. Oui, c'est Monsieur Sidi, c'est ça. Ouais. Donc, Cédric, il y a une question ici pour vous. C'est bon? C'est bon, allez-y. Ok, bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par féliciter les panélistes pour la clarté des expositions. Moi, bon, je me présente, je suis Sidi Ndaou, je suis journaliste au quotidien Les Échos. Je suis du Sénégal et je suis membre de la Genezo. Donc, la question, c'est par rapport à la vérification des faits. On parle des réseaux sociaux, mais par exemple, si on prend le cas du Sénégal, nous n'avons pas de loi nous permettant aux journalistes d'avoir accès à l'information. C'est quoi maintenant la facilité de checker, de vérifier des informations? Comment contourner le fait ce vide-là, qu'il n'y a pas de loi permettant ou autorisant les journalistes à accéder à l'accès à l'information? Et si on peut nous proposer des voies, des moyens pour contourner le fait qu'il n'y a pas de loi nous autorisant à le faire. Merci. Ouais, Cédric, que faire pour combler, contourner cette pesanteur et ce vide juridique? Oui, je peux juste commencer par l'exemple de notre organisation PESACHEC. Ça a été enregistré au Kenya. Il n'y avait pas de loi spécifiquement sur l'accès de l'information par rapport aux réseaux sociaux, mais
on a expliqué que c'est une autre façon. C'est le genre du journalisme qu'on on devrait vraiment donner l'attention particulière. Par exemple, nous sommes basés à Nairobi, au Kenya, mais nous travaillons dans beaucoup de pays africains. Tu sais, quand même, on a même pu opérer au Sénégal. Tu sais qu'on a fait des projets concernant votre pays. Je pense que la légalité, la législation peut-être, vous pouvez faire des recherches, voir si vous pouvez avoir la législation comme média qui a cette, je dirais, ce département de vérification des faits. Parce qu'en réalité, ça ne devrait pas même être une chose spéciale. Ça devrait être une priorité pour chaque organisation médiatique. Donc, je dirais, il ne faudrait pas juste avoir ce sentiment que c'est une tâche particulière de vérification des faits. Ça devrait déjà faire partie du travail, de la tâche des journalistes. Donc, je peux vous dire, si possible peut-être, ça peut être juste un département dans des organisations médiatiques qui sont déjà opérationnelles. D'accord, j'espère que Sidi a compris la réponse. Et maintenant, est-ce que c'est aussi opportun pour les organisations de la presse des pays concernés de faire un plaidoyer auprès des autorités pour qu'il y ait une législation autour des réseaux sociaux, pour que ça soit intégré dans les dispositions légales qui concernent la presse? Oui, je pense évidemment. Je dirais que c'est vraiment si ce n'est pas déjà tard, je dirais que c'est le moment. On peut le faire et on doit vraiment le faire parce que si il y a des possibilités d'avoir je dirais, un environnement sain aussi des médias, aussi de l'information, il faut vraiment essayer de tout faire, de demander s'il y a je dirais, des législations spéciales qui peuvent être faites. Il faut vraiment toquer. Il faut essayer d'avoir je dirais, ces plateformes mises à la disposition de chaque journaliste, à disposition des organisations de presse, surtout dans les pays où ça n'a pas encore été fait. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Le micro. Voilà, bonjour. Moi, c'est Tarnan Ahmed. Je viens du Niger. Donc, la question que je voudrais poser va à l'endroit de Pesachek. Donc, voilà, Pesachek vérifie les informations. J'ai vu un bon travail qu'ils sont en train de faire au Niger, où il intervient pour donner des éclaircissements sur des articles déjà publiés. Maintenant, au moment des vérifications des faits, vous interviewez des journalistes, vous arrivez à avoir des informations sur leurs articles. Pour ce qui concerne l'État, on sait que vérifier une information au niveau de l'État, c'est très compliqué, c'est très difficile. L'accès n'est pas facile. Maintenant, comment Pesachek fait pour vérifier une information au niveau des services de l'État qui sont très difficiles à accéder, ou bien il ne se présente pas en tant que journaliste au moment des vérifications des faits, puisque nous savons, par exemple, au Niger, c'est très difficile pour un journaliste d'accéder à une information gouvernementale. Qu'est-ce que Pesachek fait pour vérifier l'information donnée par l'État? Surtout, par exemple, sur les attaques, il y a des bilans qu'on donne. Un journaliste qui est sur le terrain, il donne son bilan,
et on voit que le gouvernement donne un autre bilan. À ce niveau, qu'est-ce que FESACHEC fait pour donner la vraie information? Merci. Oui, Cédric? Je pense que c'est vraiment une question intéressante. Nous avons eu des expériences, surtout dans les pays nouvellement ajoutés sur la liste de notre champ d'opération. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile accéder surtout des sources aux côtés des gouvernements, aux côtés des services de l'État. Mais on a eu aussi des stratégies. Je pense que c'était le début de 2021. On a juste eu des conversations avec les membres de l'équipe pour voir ce qu'on pouvait faire. Et on s'est convenu d'avoir des stratégies comme créer des relations avec les sources, surtout les sources gouvernementales. Parfois, ils ne nous voyaient pas comme des organisations, comme d'autres organisations de presse, mais on a pu, par exemple, leur démontrer l'importance de la vérification des faits que nous faisions. J'ai vu, par exemple, mon collègue du Niger, il n'avait pas il avait eu des difficultés à avoir des sources sur certains sujets. Mais nous avons dit, est-ce que vous avez au moins fait des vérifications qui ont peut-être eu, je dirais, un impact positif sur la communauté? Il a dit oui. Est-ce que vous pouvez, à partir de là, et montrer aux autorités que ce que vous faites a de l'intérêt général je dirais des communautés? Il a dit oui, je peux essayer. Et par là, il est allé à une autorité, chez une autorité, et il a fait comme une présentation. Il a vendu le travail qu'on fait. Et cette autorité particulièrement a dit, est-ce que vraiment, on ne savait pas que vous faites des choses pareilles qui peuvent apporter, je dirais, des solutions sur le monde médiatique, surtout sur la désinformation. Et donc, on l'a donné l'accès. Il a maintenant l'accès à plusieurs organismes de l'État, à plusieurs services du gouvernement. Il peut aller demander et on donne de l'information. Et on a vu, parfois, on a besoin aussi de créer cette relation comme journaliste. Tu sais que ce n'est pas seulement dans le monde de fact-checking, même dans le journalisme d'investigation, vous avez besoin de créer cette relation avec les sources. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu que ça a donné la réussite dans plusieurs pays. Maintenant, nous opérons je pense que c'est dans 13 pays. On a vu que ça a marché avec la stratégie de publier quelque chose. Si vous faites quelque chose si vous avez débusqué, je dirais, si vous avez démenti quelque chose qui je dirais, qui créait la confusion dans la communauté, il faut partager ça. Il faut aussi mentionner le gouvernement, je dis par exemple, par le biais des réseaux sociaux. En 2020, par exemple, c'était vraiment très difficile au Burundi. J'étais comme correspondant à pays. J'ai fait des vérifications qui ont eu un impact général sur je dirais, la communauté nationale. Et j'ai pu aller sur Twitter, j'ai partagé l'article et j'ai tagué le ministère de l'Intérieur. C'était vraiment très difficile pour qui nous donne des réponses comme source. Et depuis ce moment-là, ils ont vu que le travail qu'on fait aussi apporte quelque chose dans la communication, surtout dans les médias. Et
ils ont ouvert les portes. Maintenant, nous pouvons avoir des informations de leur part. Je pense que vous pouvez juste utiliser quelques stratégies de créer la relation et de montrer surtout que le travail que vous faites a d'intérêt pour les communautés. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, oui. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonjour à tous. C'est Samba Thiam du... Allô? C'est Samba Thiam du quotidien Les Échos. Alors, c'est juste une contribution, hein. C'est juste pour raconter, relater ce qui m'est arrivé ici en voulant recouper une information concernant l'exploitation du port minéralier de Sendou. Voilà. Pendant un temps, j'avais reçu des informations, mes sources m'avaient indiqué que le marché de l'exploitation et de la construction du port de Sendou ne répondait pas aux normes de passation de marché. Alors, en voulant recouper l'information, je me suis confronté à ce que beaucoup de Sénégalais beaucoup de journalistes sénégalais sont habitués actuellement. J'ai tapé à beaucoup de portes, j'ai pas eu de réponse. Alors, il a fallu que nos confrères de TV5 Monde se déplacent au Sénégal. Ils ont même piégé le gars qui avait gagné le marché de l'exploitation et de la construction. Alors, en filmant en caméra cachée, ils lui ont demandé est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ouvert. Effectivement, le marché ça devait se passer comme ça. Ils auraient dû mettre ça en appel d'offres un appel d'offres ouvert. Ils ont fait un gré à gré contracté avec l'État et celui qui gère actuellement le port minéralier de Sendou. Alors, il a fallu que nos confrères de TV5 Monde tapent à la porte du ministre. Et bizarrement, le ministre leur a répondu. Alors que moi, ça faisait après 2 mois que j'essayais d'avoir une audience, au moins pour quand même échanger avec lui et savoir exactement ce qui se passait. Et c'est juste pour vous dire que ce qu'on est confronté ici au Sénégal, quand ça, bizarrement, surtout dans le côté des marchés publics, moi, je fais souvent des articles sur les marchés publics. Bizarrement, quand c'est les FMI qui donnent des injonctions à l'État du Sénégal à publier les marchés publics de sorte que l'ensemble des Sénégalais puissent y accéder, ça se fait rapidement. Mais quand c'est des marchés gérés automatiquement au niveau de l'État du Sénégal, voilà, il n'y a pas d'information. Au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas d'information dans les sites. L'autre exemple que j'aimerais bien donner aussi, c'est par exemple la direction de la prévision économique qui publie souvent des rapports sur la gestion du budget d'un établissement économique, d'un établissement qui dépend de l'État ou bien d'un établissement privé. Il s'est trouvé que j'ai publié des articles là-dessus pendant 2 ans de suite. Et depuis 2018, il n'y a aucune autre information qui est publiée là-dessus. Maintenant, on ne peut plus savoir l'endettement de l'État, l'endettement des institutions de l'État, l'endettement des institutions privées. C'est une forme de rétention d'informations, alors que la législation voudrait que ces chiffres-là soient publiés au vu, au su de tout le monde. Voilà, c'est juste une contribution par rapport à ce que vous disiez. Bon, particulièrement, moi, je pense que peut-être que c'est une inquiétude, bien c'est une préoccupation. Je ne sais pas si c'est un complexe ou bien une crise de confiance de la part de nos dirigeants, parce que c'est un cas qui est légion. On ne fait pas confiance aux journalistes locaux, mais s'il s'agit d'un média étranger, on se confie à lui rapidement. Cédric, est-ce que vous avez un commentaire sur ce cas précis? Je pense que ce que vous dites est malheureusement vrai. Parfois, on voit qu'une source particulière peut refuser de donner des informations à une organisation de presse locale, mais peut-être, je pense que c'est la question de confiance. Mais on a vu, parfois, on a besoin de essayer de gagner cette confiance qui ne peut pas toujours être donnée juste gratuitement. Je donnais
je donnais l'exemple pour mon cas, ce qui m'est arrivé ici au Burundi. Mais après, je dirais, après la publication de quelques articles qui soulignaient aussi qui soulignait aussi, je dirais, l'implication des différentes parties dans le monde médiatique pour que je dirais, pour que le travail se déroule à la merveille. J'ai vu que différentes parties, surtout le côté du gouvernement, les côtés aussi, on avait des problèmes avec quelques membres des partis politiques, par exemple. On avait des difficultés à parler à quelques membres de l'opposition. Vous voyez, le côté du gouvernement, le côté de l'opposition, s'il s'agissait des choses concernant la politique du pays. Et c'était vraiment très difficile. Mais on a pu créer cette confiance, on a pu gagner cette confiance en les montrant le travail qu'on fait. Et malheureusement, je dirais que c'est une réalité. C'est une réalité. Parfois, on t'a donné beaucoup de crédit, beaucoup de confiance aux médias internationaux et étrangers. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou bien ici dans la salle? S'il n'y en a pas, oui, il y a une question ici. Oui, en fait, je voudrais revenir par rapport à un fait soulevé par mon confrère du Sénégal relativement à la construction du port de Saint-Louis. Vous avez dit les journalistes du TV5 utilisaient une caméra en cachette pour requérir des informations. Est-ce qu'en ce moment, des cybercriminalités utilisaient des caméras en cachette pour requérir une information frauduleusement n'expose pas des journalistes aux sanctions de la loi contre la cybercriminalité, parce que de toute façon, c'est une information obtenue illégalement, parce que le gars qui s'occupait du port, il a été filmé à son insu, il a été enregistré à son insu. Est-ce que cela ne constitue pas une infraction à cette loi ou un acte attentatoire à sa liberté de donner légalement l'information? Merci. Oui, Cédric? Cédric est là? Oui, je suis là. Est-ce que la question m'a été adressée? Oui, en fait, c'est une contribution et une question à la fois. Oui, je vois. Je pense que ça concerne aussi la législation. Si il y a une telle loi sur la cybercriminalité, nous savons tous que dans le journalisme d'investigation, parfois on a besoin d'utiliser des caméras cachées, mais il faut savoir les risques. Il faut surtout mesurer les risques et aussi l'importance de ce que vous faites, parce que ce n'est pas toujours très facile. Surtout y aller avec des caméras cachées. On a eu des exemples, des cas je dirais, des investigations qui se sont déroulées. On peut donner un exemple d'une investigation qui s'est déroulée en Chine avec la fabrication de, je pense que c'était la fabrication je ne me rappelle pas bien, mais je pense qu'on a eu des cas où des journalistes d'investigation entrent avec des caméras cachées et après, ils sont prêts. Ils sont prêts je dirais, à assumer les responsabilités, parce que si la législation est contre ce fait, on sait qu'on le fait, mais est-ce que vous êtes prêts à justifier aussi le fait d'entrer avec des caméras cachées ou bien des micros même ouverts et cachés? Je pense qu'on peut le faire, mais sachant qu'il y a aussi des représailles qui peuvent être avancées de votre côté. Je ne sais pas si mon confrère qui
qui a relevé cette contribution-là a quelque chose à ajouter. Ouais, c'est bon. En attendant, bon, il y a Kan et Mounia qui sont en ligne. On va essayer de les recevoir. Il y a Mireille aussi qui est en ligne. Alors, il y a une question, en attendant, il y a une question de Iradukunda qui dit qu'il voulait savoir si, Cédric, oui, la question vous est adressée, il voulait savoir si vous avez déjà rencontré des défis au cours de l'exercice de votre métier, par exemple. Est-ce que vous avez déjà rencontré certains défis? Ah oui, je pense que les défis sont là, surtout dans l'exercice du métier du fact-checker. Parfois, dans certains endroits, on ne comprend pas vraiment que c'est vraiment nécessaire d'avoir des médias spécifiques qui travaillent sur la vérification des faits. Le premier souci revient déjà sur les sources. Ce n'était pas vraiment facile dans le début d'avoir des sources parce que dans la vérification des faits, vous avez besoin des points des experts, des points des sources concernées qui ont été citées dans, je dirais, dans l'article, par exemple, ou dans les publications. Et ces personnes, si tous ces gens qui devraient contribuer à la vérification ne sont pas d'accord à vous donner des informations, donc c'est vraiment difficile à faire. Aussi, on a eu d'autres difficultés à travers les plateformes. On vient de dire qu'on opère en ligne. Parfois, vous faites des vérifications. Je donne un exemple de Facebook. Et si, par exemple, des personnes qui ont partagé de fausses informations, ils sont, par exemple, des influenceurs, ces gens qui ont beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent, parce qu'après tout, après la vérification, Facebook doit mentionner cette publication comme fausse. Et ça va ralentir peut-être l'accès des utilisateurs, l'accès des followers sur cette publication particulièrement. Et donc, ces gens ils sont revenus dire, vous savez, vous avez publié quelque chose et Facebook m'a pénalisé. Est-ce qu'il y a moyen de faire appel à cette décision? Et cette personne a partagé la fausse information. Vous avez vérifié et il ne donne pas je dirais, des faits, il ne donne pas je dirais, des faits qui sont contraires au vôtre. Et il veut juste dire que vous devrez changer votre avis à propos de cette information particulièrement. On a vu des journalistes, des vérificateurs de faits, moi-même y compris, visés par quelques internautes. Je l'ai vu ici au Burundi, ça m'est arrivé au moins 3 fois. Il y a des gens qui ne comprennent, que partager des canulars, des fausses informations est un délit comme les autres. Et si vous vérifiez leurs informations et si la page est marquée comme propagateur des fausses informations, ces personnes reviennent vers vous. J'ai eu des intimidations de la part de quelques individus, mes collègues aussi, surtout dans les zones, dans les zones où beaucoup de gens ne comprennent pas le journalisme de vérification des faits. Ça nous arrive, mais on tient toujours le coup. On sait que c'est le métier et ça donne des apports sur le monde médiatique. On essaie toujours de gérer des situations pareilles.
Merci Cédric. On va écouter Monia qui devait être là sur la question. Monia est en ligne. Elle a quitté. Est-ce que Elle est là, elle est là. Je pense qu'elle est renommée comme Ina Kanyambo. Oui. Voilà. Quand elle est là, quand DG est-ce qu'elle est là? Non. Oui, je suis là. Quand DG, Oui. il est là. Oui, je suis là, je suis là. Alors, on va écouter votre avis sur cette problématique des médias sociaux en temps de guerre. D'accord. Alors, désolé déjà donc du retard parce que, à vrai dire, j'étais un peu pris sur autre chose. Et même actuellement où je vous parle, je suis en voiture, mais ça ne m'empêche pas puisque j'ai fait des recherches avec Cédric et déjà c'est lui que je remercie vraiment. Donc, c'est lui qui nous a vraiment donné cette opportunité aujourd'hui de faire partie de ce panel. Et je vous salue autant que vous êtes aussi et vraiment content de ce panel. Alors, à mon avis, je pense que déjà c'est nécessaire, c'est incontournable, surtout donc les réseaux sociaux. En milieu de guerre, à vrai dire, je suis à Dakar, mais on ne peut pas exactement dire qu'à Dakar, il y avait une guerre ou quelque chose d'autre, parce que nous, à vrai dire, on ignore ça, mais d'après aussi les expériences qu'on a dans les pays d'Afrique et tout, on sait tous que c'est une chose qu'on voit en général et surtout ce sont les réseaux sociaux, bien sûr, qui vous donnent assez d'informations dont vous avez besoin. Plutôt vraiment donc d'aller à la source, parce que déjà, c'est important quand même d'aller à la source, mais en temps de guerre, on sait vraiment, donc ce sont juste les réseaux sociaux qui peuvent vous donner assez d'informations quand même, mais des informations vérifiées, parce qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas vous permettre aussi donc de donner n'importe quelle information sans pour autant vérifier la source ou bien même l'authenticité de ces genres de choses que vous revendiquez. Aujourd'hui, on sait qu'on est à l'ère numérique et aussi avec beaucoup d'utilisateurs qui utilisent certains réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou même LinkedIn, etc. Et beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent d'avoir certaines informations, mais on sait bel et bien qu'il y a certaines choses, il va falloir vraiment que nous faisons de notre mieux, vraiment, donc pour élaborer certains points qui sont vraiment importants en nous. Donc, excusez-moi, je suis un peu en voiture. Et attends, j'avance. Donc, c'est... Voilà, merci. Alors, donc, c'est un peu ça. Et alors, on sait que vous êtes en voiture. Je me permets de vous poser une question. Ouais. Les médias sociaux, ce n'est pas seulement en temps de guerre, mais dans une situation conflictuelle. Et ici au Sénégal, on se rappelle de la dernière manifestation de l'opposition. Et quel a été le rôle des médias sociaux ici? Voilà, donc nous, à notre niveau, donc c'était un peu difficile quand même d'avoir assez d'informations parce que déjà, il y a la complicité d'abord de la police. Déjà, ils ne nous aidaient pas, à vrai dire. Mais quand même, l'État aussi fermait toutes ses portes parce que nous, à notre niveau, ce qu'on faisait, c'est d'abord d'aller à la source, essayer quand même d'aller à la source le maximum possible pour avoir certaines informations parce qu'on sait très bien en temps de conflit, même s'il n'y a pas la guerre, même si aussi c'est des manifestations, etc. Donc, beaucoup d'administrations ferment leurs portes, surtout aux journalistes. Donc, c'est un peu difficile de notre côté. Ce qu'on fait, en tout cas, c'est de s'entraider et d'aller surtout donc, au fond des choses et d'essayer au moins de collaborer avec les gens qui détiennent des informations, même si, parce qu'en général, ici au Sénégal, on sait, et un journaliste, on le respecte parce qu'il sait quelque chose. Et donc, quand un journaliste demande quelque chose, en général, si c'est les hommes politiques ou quelque chose d'autre, donc ils demandent quelque chose en retour. En retour, c'est rien d'autre que peut-être des articles qu'ils veulent publier, etc., ou bien des invitations, etc. C'est pour cela, nous, à notre niveau, en général, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu donnant, mais de notre côté, c'est pas très favorable parce que des fois, vous voulez donner des informations, mais ils ne te donnent pas tout ce que tu veux savoir. Ils te donnent juste des indices. Mais c'est à vous aussi d'aller chercher des indices-là où ils se trouvent. Parce que, par exemple, s'il y a des problèmes à régler ou bien s'il y a des conflits et vous voulez savoir exactement le conflit, où est sa source.
nous l'avons perdu. Certainement, c'est un problème de connexion. Est-ce que Mireille est là? Est-ce que Monia est revenue? Monia, bon, Mireille, bonjour. Bonjour, bonsoir, selon la position géographique. Alors, elle n'est pas là. Et bon, en attendant qu'elle revienne, c'est que moi, j'ai une question. C'est qu'elle est là. Oui, je suis ici. Est-ce que vous avez le cas éthiopien, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce cas? Est-ce que Pesachek avait travaillé sur le cas éthiopien euh, en temps de guerre? Euh, 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 Vraiment, on a juste eu des expériences avec des cas conflictuels, je dirais conflictuels, mais pas spécifiquement dans des cas de guerre. Je dirais, par exemple, des vérifications qu'on fait en Éthiopie. Vous savez ce qui se passe dans les zones en conflit. On a fait aussi des vérifications dans en pleine période électorale en Ouganda la fois passée. On a eu des expériences des cas conflictuels, mais pas précisément dans des cas de guerre. Oui. Je crois que nous nous acheminons vers la fin de ce panel. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux journalistes d'investigation? Comment exploiter les Twitter, les Facebook, les réseaux sociaux dans l'exercice de leur métier? Est-ce qu'il y a un conseil particulier à donner? Oui. Premier conseil, il faut essayer d'étudier, il faut étudier la gestion responsable et effective des réseaux sociaux. Premièrement, il faut savoir qu'on a une position on est en position d'être vu par tout le monde et le monde regarde à ce qu'on publie, ce qu'on fait avec les réseaux sociaux. Donc, une utilisation, je dirais, responsable est vraiment nécessaire. Aussi, il faut essayer d'avoir la vérification des comptes, des pages, spécifiquement des journalistes et des journalistes d'investigation. On a eu des expériences avec nos pages sociaux. Ou par exemple, tu allais vérifier une information et tu contactais une personne qui vous donnait la réponse comme quoi vous n'êtes même pas vérifié sur Twitter et vous voulez vérifier des informations. Et comment ça? Donc, on a eu ces expériences et je dirais il faut vraiment essayer de faire vérifier vos plateformes, que ce soit personnel, que ce soit des médias qui font ce journalisme d'investigation parce que ça donne le poids, ça donne aussi l'image que la personne qui gère ces comptes-là est professionnelle. Merci. Est-ce que Mireille est là finalement? Alors, on va écouter Mireille sur cette question. Elle est là? Je pense qu'elle est là. Oui. Mireille, le micro. Je pense qu'elle a un souci technique, peut-être. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on est presque à la fin de ce panel. S'il y a les dernières questions, les derniers commentaires, on peut les enregistrer et les répondre rapidement. Oui, honneur aux femmes, micro. Alors, vous vous présentez et puis vous posez votre question si c'est un commentaire, on vous attend.
D'accord. Je suis Aminata Sanou, je viens de la Sénozo, Burkina Faso. Alors, depuis la création du fact-checking, on a l'impression que c'est un type de journalisme qui vise un peu les grands bonnets. Alors, qu'est-ce qui est fait pour rapprocher vraiment la population de base à ce type de journalisme-là? Est-ce que quelque chose est prévu pour que, comment dirais-je, pour la rendre vraiment très utile à la population? Je prends par exemple l'accès à l'eau, les corvées d'eau pour les femmes, voilà, le secteur informel, les petits commerces qu'ils font. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment fait pour rapprocher l'utilité de ce type de journalisme à la population de base? Merci. Oui, Cédric, vous avez compris certainement sa question. Qu'est-ce que vous faites pour être plus proche de la population vulnérable? Merci pour la question si pertinente. Je dirais que spécifiquement à Pesachek, on avait commencé à faire le fact-checking dans les domaines avec l'interaction des personnalités publiques, mais pas vraiment la population, mais pas vraiment les gens qui font le petit commerce, par exemple, qui se trouvent dans les villages reculés. Mais après des expériences, on a vu que ce n'est pas là que ça se limite le champ de travail du fact-checking. Maintenant, on a pu même étendre le champ de travail. On ne vérifie plus seulement je dirais, les personnalités publiques, même des choses qui se passent dans les villages, des choses qui se passent dans les milieux ruraux. On vérifie ça. C'est juste important de noter qu'on doit avoir la pertinence. On doit définir bien la pertinence de ce qu'on vérifie. Si cette chose est pertinente, si ça a été dit, par exemple, par le président de la République, ça a un impact peut-être sur le grand nombre de la population parce qu'il y a, je dirais, par exemple, le grand nombre qui suit le président de la République en comparant, par exemple, à un élève du lycée. Mais si il y a eu une information qui peut donner des troubles dans la communauté, même si ce n'est pas une personnalité publique, même si c'est juste des personnes ordinaires dans le village, on vérifie ça parce qu'on a vu qu'après tout, nous travaillons pour les communautés, nous travaillons pour notre société et la société ne se trouve toujours pas dans les bureaux, dans les villes, dans les grandes villes. Je sais qu'on a pu avancer dans ce sens. Merci. Rapidement, est-ce que Mireille n'est pas là? Non. Ah, d'accord. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Merci à Cédric Irakoze qui travaille chez Pesachek de Code for Africa. Il devait être avec Kan Tieno qui nous a appelé en circulation, il était en circulation. Mounia Inakayambo n'était pas peut-être préoccupé ou bien problème de connexion, je ne sais pas trop. Et nous avions posé la problématique à partir de notre thème, les médias sociaux en temps de guerre. Et nous nous sommes posé la question de savoir ce que l'Internet et la vérification des faits pouvaient apporter au journal d'investigation. Et à l'ère de profondes mutations numériques et de la presse classique, peut-elle survivre aux réseaux sociaux? Faudrait-il réinventer le journalisme aujourd'hui? Quel est donc l'avenir du journalisme? Faudrait-il redéfinir ce qu'est l'information pour nous, journalistes? Ce sont ces problématiques que nous avons pu explorer tout au long de ce panel. C'est vrai que
les réponses à apporter, les contributions à apporter ne sont pas exhaustives. Le temps imparti aussi passe par là. Mais la conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que le journalisme aujourd'hui ne peut pas se passer des médias sociaux et que les médias sociaux servent de béquille pour le journalisme d'investigation, surtout en temps de guerre, et que les médias sociaux aussi doivent se rapprocher davantage de la population à la base. Merci à Cédric. Cédric, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Merci à tout le monde. merci à tout le monde. Merci à l'assistance. À la prochaine occasion. Merci.